Je me suis réveillé chauve la veille du mariage de ma sœur. Ma mère m'a coupé les cheveux pendant que je dormais pour que je ne sois pas plus jolie que ma sœur. Elle a appelé ça de la justice. Mon père a dit, peut-être que maintenant, quelqu'un aura enfin pitié de toi. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je m'appelle Kat, j'ai 29 ans et je n'aurais jamais pensé me réveiller chauve la veille du mariage de ma sœur. Mes doigts tremblaient en touchant mon cuir chevelu, découvrant des trous là où se trouvait avant ma longue chevelure blonde. Des mèches gisaient éparpillées sur le sol de ma chambre comme des victimes dorées. Sur le pas de la porte, se tenait ma mère, des ciseaux à la main, un sourire de satisfaction sur les lèvres. Le mariage d'Emma était pour demain, et ma propre famille m'avait trahi de la pire façon possible. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez ça et abonnez-vous pour suivre mon parcours, de victime à victorieuse, face à une trahison familiale inimaginable. Pour comprendre pourquoi mes parents feraient quelque chose d'aussi horrible, vous devez connaître notre histoire familiale. En grandissant dans une banlieue de Chicago, j'ai toujours été la jolie, tandis que ma sœur Emma était l'intelligente. Ce n'était pas un choix de ma part. Ce sont des étiquettes que nos parents nous ont collées dès notre enfance. La vérité, c'est que j'ai travaillé très dur à l'école. J'ai gardé une moyenne de 4.0 à l'université et j'ai fini par obtenir un super boulot dans le marketing. Mais aux yeux de mes parents, surtout de ma mère, les réussites d'Emma éclipsaient toujours les miennes. Notre maison avait l'air parfaite de l'extérieur, une maison coloniale à 4 chambres, une pelouse bien tondue et une clôture blanche. Mon père, Scott, travaillait comme conseiller financier, tandis que ma mère, Diane, dirigeait une entreprise de décoration d'intérieur très réussie. On dînait ensemble chaque soir et on partait en vacances chaque année en Floride. La famille américaine parfaite sur le papier, sauf qu'en privé, c'était toxique. Emma a encore eu une excellente note à son projet de science, annonçait ma mère au dîner, puis elle se tournait vers moi avec un regard critique. Kathleen, tu pourrais peut-être demander à ta sœur de t'aider avec tes devoirs, au lieu de passer autant de temps avec tes cheveux. Je me souviens qu'une fois, j'avais gagné un concours de poésie au lycée. Quand je suis rentré à la maison, tout excité avec mon certificat en main, mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Ah, super, ma chérie. Tu sais qu'Emma a été acceptée dans ce programme d'été à J. Ce genre de scène s'est répété toute notre vie. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire avec mention, ma mère a dit que j'avais de la chance d'avoir un joli visage, ça m'avait aidé. Quand j'ai eu mon premier vrai travail, mon père a dit que c'était sûrement parce que mon patron aimait la vue de son bureau. Ces commentaires sont devenus si normaux que j'ai appris à garder mes succès pour moi au lieu de les partager avec ma famille. Emma non plus n'était pas innocente dans cette dynamique. Petite, elle faisait des crises si j'attirais un peu l'attention. À l'adolescence, elle avait une fois déchiré ma robe de bal la veille du grand soir parce qu'elle avait entendu quelqu'un dire que j'allais peut-être être élue reine du bal. Elle s'est excusée en pleurant après, et je lui ai pardonné, parce que c'est ce que font les sœurs. Mais ce comportement a continué à l'âge adulte. L'année dernière, quand j'ai eu une promotion, Emma ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. Quand j'ai acheté ma première voiture, une petite Honda d'occasion pour laquelle j'avais économisé, elle s'est plainte à nos parents que je frimais. C'était épuisant d'avoir à cacher ma lumière juste pour garder la paix dans la famille. Les choses sont devenues encore pires quand Emma a rencontré Jackson, son futur mari. Il venait d'une vieille famille riche, travaillait dans un grand cabinet d'avocats, et cochait toutes les cases que mes parents attendaient pour un bon mari. Dès qu'ils ont commencé à sortir ensemble, Emma est devenue encore plus compétitive avec moi. Si je portais une robe pour le dîner du dimanche, elle faisait une remarque comme quoi j'essayais encore d'attirer l'attention. Si je parlais d'un succès au travail, elle changeait tout de suite de sujet pour parler de ses projets avec Jackson. Quand ils se sont fiancés après seulement 6 mois, mes parents étaient euphoriques. La préparation du mariage est devenue le centre de notre vie de famille. Chaque conversation, chaque réunion, chaque fête tournait autour du mariage d'Emma. J'ai essayé d'être présente, je l'ai aidée pour les invitations, je l'ai accompagnée pour goûter les gâteaux, j'ai même utilisé mes talents en design pour faire des cartes de remerciements personnalisées. Mais rien de ce que je faisais n'était assez. Tu fais juste ça pour me voler la vedette, m'a accusé Emma quand je lui ai montré les jolies cartes que j'avais créées. Tu sais bien que tu es meilleur que moi pour ces trucs artistiques. Malgré la tension, je voulais vraiment réparer notre relation. Quand Emma m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, clairement parce que notre famille élargie aurait remarqué mon absence, j'ai accepté en espérant que ce serait un nouveau départ entre nous. Mais essaie juste de ne pas attirer l'attention, m'a-t-elle averti après m'avoir demandé.
Et c'est mon jour. Je ne savais pas jusqu'où ma famille irait pour s'assurer que je ne brille pas le jour du mariage de ma sœur. Les 6 mois qui ont précédé le mariage d'Emma ont été une vraie leçon de dysfonction familiale. En tant que demoiselle d'honneur, je devais être présente à chaque événement, joyeuse, tout en restant la plus invisible possible. La fête de fiançailles a donné le ton. J'ai porté une robe noire simple, maquillage minimal, cheveux attachés dans un chignon sobre. Je suis restée discrète. J'ai aidé à servir des boissons et j'ai veillé à ce qu'Emma ait toujours ce qu'il lui fallait. Malgré mes efforts, j'ai entendu ma mère et ma tante Judith dans la cuisine. Kathleen essaie de bien se comporter, mais tu sais comment les hommes la regardent toujours. Ma mère a soupiré, Emma mérite un jour où elle est au centre de l'attention. T'as qu'à lui suggérer une tenue moins flatteuse pour le mariage, a proposé tante Judith. Ou bien qu'elle fasse une lecture pendant la cérémonie, comme ça elle reste assise de dos. J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à disposer les desserts sur des plateaux, en avalant ma peine. L'enterrement de vie de jeune fille a été encore pire. La future belle-mère d'Emma, Catherine, une femme gentille qui ne connaissait pas nos tensions familiales, a complimenté mes décorations faites main. Mais tu as un don naturel pour la beauté, Kat, m'a-t-elle dit avec chaleur. Mais tes arrangements sont magnifiques. Plus tard, j'ai trouvé Emma en train de pleurer dans la salle de bain. Mais tu pouvais pas t'en empêcher, hein, a-t-elle sangloté. Il fallait que tout le monde remarque ta petite touche spéciale à mon enterrement de vie de jeune fille. Emma, je voulais juste rendre ton jour spécial, ai-je répondu, fatigué de devoir toujours faire attention. Alors arrête d'essayer autant. Tout le monde parle de tes décos au lieu de mes cadeaux. Ce genre de scène s'est répété à chaque événement. Lors d'une autre fête, Emma m'a accusé de draguer le serveur, qui était simplement gentil avec tout le monde. Lors des essayages de robes, elle a exigé que je prenne une taille au-dessus pour avoir l'air négligé. J'ai accepté, préférant la paix à la fierté. Le dîner de répétition a été la goutte de trop. J'ai porté une robe bleu marine simple, des chaussures plates, et du maquillage léger. Je me suis assise en silence au bout de la table. Je ne parlais que quand on m'adressait la parole. Mais le frère du fiancé d'Emma, Marc, qui était le témoin et assis à côté de moi, ne cessait d'essayer de discuter avec moi. « Toi et Emma, vous ne vous ressemblez pas du tout, remarqua-t-il. Vous êtes toutes les deux jolies, mais d'une manière complètement différente. » Merci, ai-je répondu doucement. Emma, c'est la vraie beauté de la famille. Ce n'est pas ce que je vois, répondit-il gentiment. Tu as un éclat naturel et tes cheveux sont incroyables. Je n'ai jamais vu ce blond ailleurs que dans un magazine. Je ne m'étais pas rendu compte que ma mère avait entendu cette conversation jusqu'à ce que je la voie chuchoter furieusement à Emma, toutes deux me lançant des regards noirs depuis l'autre bout de la table. Emma est partie peu après et je l'ai retrouvée en pleine crise de nerfs dans les toilettes du restaurant. « Tu es en train de tout gâcher », cria-t-elle avec le mascara qui coulait sur son visage. « Marc n'a pas arrêté de te regarder de la soirée. Toute la famille de Jackson est sûrement en train de se demander pourquoi il ne t'a pas choisi, toi. » Emma, c'est ridicule, ai-je tenté de la calmer. Marc était juste poli. Tout le monde ici est là pour toi et pour Jackson. Alors pourquoi sa mère a-t-elle demandé si on était toutes les deux mannequins? Elle a dit qu'on avait les mêmes pommettes. Je suis au max. Tu fais toujours ça, tu me voles toujours la vedette. J'ai passé l'heure suivante à la calmer, refaire son maquillage, et à lui répéter qu'elle allait être la plus belle des mariées. Quand on est retourné à table, j'étais épuisé émotionnellement, mais j'espérais qu'on avait dépassé la crise. Ce soir-là, de retour chez mes parents, où je restais pour le week-end du mariage, j'ai fait un effort spécial pour créer du lien avec Emma. Je suis allé frapper doucement à la porte de sa chambre d'enfance avec une offrande de paix, son thé préféré. « On peut parler ?» ai-je demandé doucement. Étonnamment, elle m'a laissé entrer. On s'est assis sur son lit, comme quand on était ado, et pendant un instant, j'ai vu de la vulnérabilité dans ses yeux au lieu de la jalousie. « Je suis stressé pour demain », a-t-elle avoué. « Et si je ne suis pas assez bien pour Jackson ? » « Emma, il t'adore, lui ai-je dit sincèrement. « Et tout le monde le voit. Tu vas être une magnifique mariée et vous allez avoir une vie incroyable ensemble. » Pendant un court instant, on a vraiment connecté comme deux sœurs. Elle m'a même prise dans ses bras avant que je ne retourne dans ma chambre. « Merci, Kathleen », a-t-elle dit. « Je suis contente que tu sois là demain. » Cette nuit-là, je me suis endormie pleine d'espoir.
Peut-être que le mariage allait marquer un nouveau chapitre dans notre relation. Peut-être qu'une fois mariée et heureuse, ces insécurités envers moi disparaîtraient. Je me suis endormi en me promettant de continuer à la soutenir, à rester la plus mature, à ne jamais abandonner notre lien de sœur. Je n'avais aucune idée que pendant que je rêvais de réconciliation, mes parents préparaient mon humiliation. La sensation de quelque chose frôlant mon visage m'a réveillé. Encore à moitié endormi, j'ai levé la main pour repousser ce que je sentais, et j'ai senti quelque chose de doux tomber dessus. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une longue mèche de cheveux blonds et mes cheveux sur mon oreiller. Confuse, je me suis redressé d'un coup, et d'autres cheveux sont tombés de mes épaules. C'est là que j'ai vu ma mère au pied de mon lit, des ciseaux à la main, un tas de cheveux dorés à ses pieds. Mes mains ont volé jusqu'à ma tête, horrifié, sentant des plaques chauves là où mes cheveux avaient été coupés en morceaux. Certaines zones étaient coupées si près du cuir chevelu que je sentais ma peau. « Maman ?» Ma voix était un souffle étouffé. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce qu'il fallait faire » a-t-elle répondu calmement, comme si couper les cheveux de sa fille pendant qu'elle dormait était parfaitement normal. « C'est la justice pour Emma. Elle mérite de briller le jour de son mariage. » Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru jusqu'au miroir de ma coiffeuse. Le reflet que j'ai vu était méconnaissable. Mes cheveux, ces longues boucles blondes que j'avais fait pousser et entretenues depuis l'enfance, étaient détruits. Coupés en morceaux irréguliers, certaines parties complètement rasées, d'autres pendaient en mèches laides. « Pourquoi » ai-je haleté, des larmes coulant sur mes joues. « Pourquoi vous m'avez fait ça ?» Mon père est alors apparu à la porte, regardant la scène avec des yeux froids. « Peut-être que maintenant, quelqu'un aura enfin pitié de toi au lieu de t'envier, » a-t-il dit froidement. « Emma mérite d'être le centre de l'attention demain, pas toi. » La trahison était profonde. Tellement inattendue que je n'arrivais pas à parler. C'étaient mes parents. Ceux qui étaient censés m'aimer et me protéger. Et ils m'avaient agressé pendant mon sommeil, tout ça pour calmer les insécurités d'Emma. J'ai couru dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte, m'effondrant contre elle pendant que des sanglots secouaient mon corps. Sous la lumière crue de la salle de bain, le dégât semblait encore pire. On voyait mon cuir chevelu par endroits où les ciseaux avaient trop rasé. Il y avait même des coupures là où la peau avait été entaillée. Un côté était bien plus court que l'autre. Ce n'était pas juste une mauvaise coupe de cheveux, c'était une mutilation volontaire. Les mains tremblantes, j'ai cherché mon téléphone pour appeler ma meilleure amie Lorraine, mais je ne l'ai pas trouvé. Quand j'ai frappé à la porte de la salle de bain en exigeant mon téléphone, ma mère m'a répondu calmement qu'il l'avait mis en lieu sûr jusqu'après le mariage. « Tu n'appelleras personne » dit-elle à travers la porte. « Tu ne vas pas gâcher tout ça pour Emma avec ton drame. »« Drame » ai-je crié. « Vous m'avez coupé les cheveux pendant que je dormais. »« Ça repoussera » a-t-elle dit avec mépris. « Arrête d'être aussi vaniteuse. » Je suis resté enfermé dans cette salle de bain pendant des heures, alternant entre crises de larmes et choc total. Vers midi, on a frappé doucement à la porte. « Kathleen. » C'était Emma. « Je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte, espérant qu'elle serait choquée par ce que nos parents avaient fait. Mais après un petit sursaut, j'ai vu son expression changer vers quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. « Oh mon Dieu » dit-elle en mettant sa main devant sa bouche d'un air peu sincère. « Et qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux ?» me demande à maman, ai-je répondu avec amertume. Mais elle a fait ça pendant que je dormais. Les yeux d'Emma se sont détournés, pleins de culpabilité. Oh bon, c'était extrême, mais c'est peut-être mieux ainsi. Tu reçois toujours beaucoup d'attention à cause de tes cheveux. À ce moment-là, j'ai compris qu'elle le savait. Peut-être pas le plan exact, mais elle savait qu'on ferait quelque chose pour que je ne lui vole pas la vedette. Je ne vais pas à ton mariage, ai-je dit fermement. Trouve-toi une autre demoiselle d'honneur. La fausse compassion d'Emma a disparu immédiatement. Bien sûr que si, tu vas venir. Sinon, maman et papa couperont toute aide. Plus d'aide pour ton loyer, plus de contacts familiaux pour ton travail, rien. Tu seras toute seule. La menace était claire. Même si j'étais indépendante financièrement, mes parents étaient co-signataires du bail de mon appartement dans cette ville chère où je travaillais. Ils pouvaient me compliquer la vie s'ils le voulaient. Je suis ta sœur, ai-je chuchoté. Comment t'as pu les laisser me faire ça? C'est juste des cheveux, a-t-elle répondu froidement. Arrête ton cinéma. Le mariage est demain, et tu y seras,
avec exactement le look que maman a prévu. Fin de la discussion. Quand elle est partie, j'ai cherché désespérément un moyen de cacher le désastre sur ma tête. Peut-être un chapeau, un foulard. Mais quand je suis sorti de la salle de bain des heures plus tard, j'ai découvert que ma mère y avait aussi pensé. Ma valise avait été vidée. Tous mes foulards, chapeaux et accessoires pour les cheveux avaient mystérieusement disparu. On a pris un rendez-vous d'urgence avec la coiffeuse du mariage pour demain, m'a informé ma mère pendant le dîner, auquel j'ai été forcé d'assister malgré mes yeux rouges et gonflés. Mais elle pense qu'elle peut rattraper ça avec une coupe pixie très courte. Mon père ne m'a même pas regardé pendant le repas. Emma, elle, passait d'un air faussement inquiet quand les proches appelaient pour se renseigner sur les préparatifs de la cérémonie, à de petites. Sourire suffisant lancé dans ma direction quand personne ne regardait. Cette nuit-là, enfermé dans ma chambre d'enfance, je suis resté allongé sans dormir, fixant le plafond. Le choc initial avait disparu, remplacé par une colère froide et lucide, comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Pendant des années, je m'étais rendu plus petite pour apaiser les insécurités de ma sœur. J'avais accepté le rôle de bouc émissaire de la famille, croyant qu'avec le temps, ma patience et ma compréhension seraient récompensées par de l'amour. Mais cette agression avait franchi une limite qu'on ne peut jamais revenir en arrière. En caressant les restes irréguliers de mes anciens cheveux magnifiques, quelque chose s'est durci en moi. La fille jolie et docile est morte cette nuit-là, remplacée par quelqu'un qui avait enfin compris que certaines trahisons ne peuvent, et ne doivent pas, être pardonnées. Le matin est arrivé avec des coups à ma porte à 6 heures. Debout, debout, chantonnait ma mère, joyeuse, comme si rien ne s'était passé la veille. On a une mariée à préparer. La coiffeuse Marina est arrivée à 7 heures et a laissé échapper un souffle de surprise en me voyant. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, l'horreur sincère dans les yeux. « Urgence capillaire familiale », répondit doucement ma mère avant que je ne puisse parler. Et Kathleen a eu un petit souci avec un chewing-gum et a essayé de se couper les cheveux elle-même. Une impulsion d'ado, tu vois. On a besoin que tu fasses ta magie. Je suis restée silencieuse pendant que Marina faisait de son mieux, regardant plus de mes cheveux tomber au sol pendant qu'elle essayait de créer quelque chose de symétrique à partir du chaos. Le résultat final était une coupe pixie ultra courte qui laissait mes oreilles et ma nuque à découvert. J'avais l'air totalement différente, vulnérable et exposée, comme nue. « Je suis tellement désolée », murmura Marina après que ma mère soit sortie voir comment allait Emma. « Ce n'est pas ta faute », ai-je répondu en croisant son regard dans le miroir. « Mais, tu pourrais faire quelque chose pour moi. Si quelqu'un demande, s'il te plaît, dis la vérité. Dis que je ne me suis pas fait ça toute seule. » Elle hocha doucement la tête, une reconnaissance silencieuse d'une injustice qu'elle ressentait sans vraiment pouvoir la comprendre. Enfiler la robe de demoiselle d'honneur fut une autre humiliation. La monstruosité de tissu, une taille trop grande, pendait sur mon corps, me faisant paraître encore plus petite avec ma nouvelle coupe de cheveux. Quand la maquilleuse a tenté de faire un look glamour pour compenser, ma mère est intervenue. « Non, non, quelque chose de beaucoup plus naturel pour Kathleen, insista-t-elle. Juste un peu de poudre légère, et peut-être un baume à lèvres. Il ne faut pas exagérer. » Quand on est arrivé à l'église, je ressemblais à une version pâle de moi-même, défigurée, noyée sous un tissu mal ajusté. Les autres demoiselles d'honneur ont halté en me voyant, leur surprise impossible à cacher. « Et qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux, Kathleen ?» s'exclama Brianne, la coloc d'Emma à l'université. Avant que je ne puisse répondre, Emma est arrivée en éclatant dans son incroyable robe de mariée de créateur. « La pauvre Kathleen a eu une crise hier soir », dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Elle s'est coupé les cheveux toute seule. On pense qu'elle est sous beaucoup de stress en ce moment. S'il vous plaît, n'en parlez pas. On essaie tous de la soutenir. Le regard qu'elle me lança me défiait de la contredire. Avec mes parents rôdant non loin, je suis restée silencieuse, la honte me brûlant comme de l'acide. La cérémonie fut un brouillard. J'ai suivi les instructions comme un robot, marché dans l'allée en tenant mon bouquet, me suis tenu à côté des autres demoiselles d'honneur et ai joué mon rôle. Tout le temps, je sentais les regards et les murmures. L'église était pleine de gens qui me connaissaient depuis toujours, tous choqués par ma transformation. C'est pendant la séance photo que j'ai touché le fond. Le photographe, un ami de la famille de Jackson, essayait sans cesse de me placer en arrière-plan ou derrière les autres. « Peut-être que Kathleen pourrait s'asseoir pour cette photo », proposa-t-il poliment. « En fait, coupa ma mère,
Pourquoi ne pas en faire quelques-unes sans Catelyn, juste pour avoir des options? Je me suis mise de côté, regardant photo après photo se faire sans moi, n'apparaissant que sur les clichés où j'étais la moins visible. Tout le long, Emma rayonnait, de plus en plus confiante à chaque image où je n'étais pas à côté d'elle, sa sœur normalement plus jolie. Pendant la réception, j'ai entendu toutes sortes de versions de l'histoire que ma famille racontait. Oui, la pauvre a fait une sorte de crise, dit ma mère à ma grand-tante. On est très inquiet pour sa stabilité. Elle a toujours été en quête d'attention, souffla mon père à son partenaire d'affaires. Elle ne supportait pas que, pour une fois, ce ne soit pas elle au centre. Même Emma, en acceptant les félicitations de ses amis de fac, trouvait moyen d'en parler. Merci. Oui, la semaine a été dure avec un peu de drame familial. Ma sœur traverse une période compliquée. On essaie de la soutenir. La seule personne qui m'a montré de la vraie gentillesse fut Mark, le frère de Jackson et le témoin. Il s'est assis à côté de moi à une table presque vide, loin de la table principale du mariage. « Mais tu ne t'es pas fait ça toi-même, pas vrai ?» demanda-t-il à voix basse. Cette simple question, le premier moment où quelqu'un disait enfin la vérité, a failli me faire éclater en sanglots. J'ai secoué la tête légèrement, incapable de parler sans pleurer. « C'est ce que je pensais, dit-il. Pour ce que ça vaut, tu es toujours belle. Différente, mais belle. » Sa gentillesse était presque plus dure à supporter que la cruauté des autres. Je me suis excusé avant que les larmes ne coulent à nouveau. Dans la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai regardé mon reflet. La personne dans le miroir était une étrangère vulnérable, exposée, diminuée. Mais pendant que je me regardais, quelque chose a changé dans mes yeux. La victime impuissante commençait à disparaître, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus fort. Je suis retourné à la réception juste quand mon père commençait son discours. Je suis resté au fond, à l'écouter faire l'éloge d'Emma. Emma a toujours été notre étoile brillante, dit-il en levant son verre. La fille qui nous a rendus fiers avec son intelligence, sa détermination et son bon jugement. La foule a réagi avec admiration. Certains enfants, poursuivit-il, en me lançant un regard appuyé, cherchent l'attention par leur apparence ou leur drame. Mais Emma, elle, a de la substance, une vraie valeur. Jackson, tu as choisi une femme de qualité, pas juste une beauté qui se fane ou qu'on peut couper. La référence à peine voilée a déclenché des rires nerveux chez les invités qui ont senti la pique mais pas toute la cruauté. À ce moment-là, en voyant mon père glorifier publiquement sa fille préférée tout en me lançant une pique. Alors même qu'il m'avait rasé contre ma volonté, quelque chose s'est figé en moi. Cette famille ne changerait jamais. Les rôles étaient ancrés. Je serai toujours le bouc émissaire, celle qu'on écrase pour qu'Emma se sente supérieure. Mes parents encourageraient toujours cette dynamique. Aucun pardon, aucune compréhension ne changerait cette vérité. Et pendant que cette réalisation m'envahissait, une étrange paix remplaça la douleur. Je compris clairement que je ne leur devais rien, ni ma présence, ni mon pardon, et certainement pas ma soumission continue à leurs abus. Et plus que tout, je compris qu'ils méritaient des conséquences. Des vraies. Des durables. Pas des excuses ou des mensonges de façade. Pendant qu'Emma et Jackson coupaient leur gâteau, entourés d'amis et de proches ravis. Un plan commença à naître dans mon esprit. Ils pensaient que me couper les cheveux m'avait réduite au silence, brisée. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient vraiment de faire. Ils avaient créé quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. La prise de conscience que je ne tenais plus à préserver ma relation avec ma famille fut, contre toute attente, libératrice. Pendant des années, j'avais marché sur des œufs, espérant que si j'étais assez gentille, patiente et aimante, ils finiraient par me rendre l'appareil. Cette illusion avait été tranchée en même temps que mes cheveux. Je regardais désormais la réception avec un regard neuf, voyant des opportunités au lieu de blessures. Emma et Jackson allaient passer leur nuit de noces dans la suite nuptiale du Grand Palmero avant de s'envoler pour Bali dès le lendemain matin pour 2 semaines de lune de miel. Tous leurs cadeaux et bagages étaient gérés par Sarah, la coordinatrice du mariage, qui avait une clé passe-partout pour toutes les chambres liées à l'événement. Mark me retrouva pendant la danse père-fille. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il avec une réelle inquiétude dans les yeux. « En fait, j'aurais besoin d'un petit coup de main », répondis-je en décidant rapidement de lui faire confiance. « Je dois faire une course, mais je n'ai ni mon téléphone ni mes clés de voiture. Mes parents me les ont confisquées. » Ses sourcils se froncèrent.
Ils t'ont pris ton téléphone? C'est super contrôlant. Mais tu n'as pas idée, lui dis-je. Mais tu accepterais de m'aider? J'ai juste besoin de récupérer quelques trucs. À mon grand soulagement, il accepta sans me poser de questions. Je peux m'éclipser pendant 30 minutes sans que personne ne le remarque. Ça te va? C'était parfait. Pendant la danse père-fille, Marc et moi nous sommes discrètement glissés jusqu'à sa voiture. Il m'amena à une pharmacie ouverte 24h24 où j'achetais ce dont j'avais besoin, une bouteille de solution liquide de poudre qui gratte, transparente et inodore, un kit de couture, et quelques fournitures. « Tu vas me dire à quoi ça sert ?» demanda-t-il pendant le trajet retour. « Il vaut mieux que je ne le fasse pas », répondis-je honnêtement. « Mais je te promets que personne ne sera blessé physiquement. » Il hocha lentement la tête. « Ce qui t'est arrivé avec tes cheveux, ce n'était pas un accident, n'est-ce pas ? » Non, dis-je simplement. Ma mère m'a coupé les cheveux pendant que je dormais pour s'assurer que je ne sois pas plus jolie qu'Emma le jour du mariage. Ses mains se crispèrent sur le volant. C'est très tordu. Je suis désolé. Et ne le sois pas. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines vérités que j'évitais depuis des années. De retour à la réception, Marc m'aidait à retourner discrètement à l'intérieur. Avant qu'on se sépare, il glissa quelque chose dans ma main, sa carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, une amie, une oreille, n'importe quoi, appelle-moi, dit-il. Les Catelin, quoi que tu prévois, que ça en vaille la peine. Grâce à cette alliance inattendue, ma confiance grandit et je lançai mon plan. Première étape, accéder à la suite nuptiale. Pendant le lancer de bouquet auquel Emma avait bien pris soin de m'exclure, je me rapprochai de Sarah, la coordinatrice. Emma m'a demandé d'ajouter quelques petites surprises dans la suite nuptiale, mentis-je doucement. Un truc spécial pour Jackson. Oh, c'est adorable, s'exclama Sarah. Je peux te laisser entrer quelques minutes. En fait, je voulais que ce soit une surprise pour tout le monde, continuai-je. Et tu sais comment Emma aime recevoir tout le crédit pour les belles attentions. Elle me lança un regard complice, comme si elle comprenait cette dynamique familiale. Sarah hocha la tête. Et tiens, voilà ma clé passe-partout. Rends-la-moi dans 20 minutes et je dirai que je ne t'ai jamais vu. Clé en main, je me faufilai dans la suite nuptiale. À l'intérieur, je travaillais vite et méthodiquement. Je localisais d'abord la lingerie de nuit de noces d'Emma, soigneusement posée sur le lit. Avec la solution de poudre qui gratte, j'imbibais bien le tissu, surtout les zones les plus sensibles. La solution sécherait complètement transparente, sans odeur, mais s'activerait au contact de la chaleur corporelle. Ensuite, je trouvais ses bagages de lune de miel. Je traitais plusieurs vêtements, maillots de bain, sous-vêtements et quelques t-shirts avec la même solution. Puis je découvris son dossier de voyage contenant leurs billets de première classe pour Bali. Je photographiai les billets originaux, puis les remplaçai par de fausses copies que je fabriquerai plus tard avec l'heure du vol décalé de 3 heures. Dans sa trousse de maquillage, je laissai la majorité des produits intacts, sauf son mascara waterproof, que je remplaçai par une version normale, non résistante à l'eau, de la même marque. L'humidité de Bali garantirait un beau look mieux de panda sur chaque photo. Je pris aussi des photos de l'aménagement de la chambre et des détails utiles pour plus tard. J'installai une petite caméra sans fil, presque invisible, dans un coin de la pièce, orientée vers le lit assez loin pour ne pas violer leur intimité, mais assez près pour capturer le chaos quand les démangeaisons commenceraient. Je rendis la clé à Sarah exactement 19 minutes après l'avoir empruntée, la remerciant pour son aide avec la surprise. Elle me fit un clin d'œil complice, ne se doutant pas qu'elle avait participé à autre chose qu'un doux geste de sœur. Deuxième phase, l'accès numérique. Heureusement, Emma avait toujours été négligente avec ses mots de passe, utilisant souvent des variantes de sa date de naissance ou du nom de notre animal d'enfance. Pendant qu'elle faisait une pause toilette, j'empruntai discrètement le téléphone d'une autre demoiselle d'honneur pour regarder l'heure. Et accéder rapidement à son espace de stockage cloud avec son mot de passe prévisible. J'y trouvais toutes les photos professionnelles déjà uploadées de la première moitié de la journée. Je téléchargeai plusieurs clichés clés, en particulier ceux où Emma rayonnait dans sa robe de mariée. Ils me seraient utiles plus tard. Je notais aussi ses identifiants de réseaux sociaux et de mails pour la phase 3 de mon plan, qui s'exécuterait après mon départ du mariage. Quand la réception touchait à sa fin, tous mes préparatifs étaient bouclés. J'avais posé les bases d'une vengeance qui allait se dérouler lentement dans les jours suivants.
Chaque étape minutieusement calculée pour maximiser l'effet sans jamais me relier clairement à tout ça. Alors qu'Emma et Jackson se préparaient à partir, couverts de pétales de roses et de vœux. Je les observais de loin avec un sourire calme. Ma mère me lança un regard suspicieux, remarquant sans doute mon air trop détendu. « J'espère que tu ne prépares pas un scandale », murmura-t-elle en passant. « Jamais de la vie », répondis-je sincèrement. J'ai accepté les choses telles qu'elles sont. Elle sembla troublée par ma sérénité, mais fut vite distraite par les préparatifs du départ. Je ne pris même pas la peine de dire au revoir ni à Emma, ni à mes parents, ni à cette famille élargie qui avait assisté à mon humiliation sans jamais intervenir. Ils ne méritaient pas une fin digne. À la place, je quittai calmement les lieux et pris un taxi jusqu'à un hôtel que j'avais réservé en utilisant le téléphone de la demoiselle d'honneur. Là, dans l'intimité de ma chambre, je terminai la partie numérique de ma vengeance. D'abord, je fabriquai les billets d'avion falsifiés, parfaitement identiques aux originaux, sauf pour leur modifier. Je les envoyai par email au centre d'affaires de l'hôtel avec une note de félicitations signée de la part du cortège nuptial. Et demandai qu'ils soient livrés à la suite nuptiale. Ensuite, j'accédai aux comptes de réseaux sociaux d'Emma et je programme, plusieurs publications pour qu'elles apparaissent pendant leur lune de miel. Rien de trop méchant, juste des photos peu flatteuses et des légendes maladroites pour la faire paraître un peu ridicule auprès de ses abonnés soigneusement sélectionnés. Enfin, j'envoyai un email anonyme, bien rédigé, à son travail, signalant des incohérences sur son CV. Avec en pièce jointe des documents de son université montrant que sa date de diplôme et sa moyenne réelle différaient de ce qu'elle prétendait. Ce qu'elle avait toujours affirmé était suffisamment discrète pour déclencher une enquête. Mais pas assez grave pour lui faire perdre définitivement son emploi. Enfin, j'ai monté une courte vidéo, un montage à partir de l'audio que j'avais capté avec le téléphone emprunté à la demoiselle d'honneur durant la journée. On y entendait des extraits de mes parents et d'Emma discuter de la coupe de cheveux, admettre que c'était volontaire, et rire de mon humiliation. Je gardais cette vidéo pour un usage futur, si jamais les premières étapes de ma vengeance ne suffisaient pas. Pendant que je réalisais tout ça, je ressentais une montée de puissance et d'autonomie. Pour la première fois de ma vie, je ne subissais plus passivement les abus de ma famille. Je reprenais le contrôle de mon histoire. L'idée que la lune de miel d'Emma et Jackson soit ruinée par des démangeaisons, des vols ratés, la honte sur les réseaux sociaux, et même un contrôle de son employeur ne me faisait pas culpabiliser. Au contraire, je ressentais un profond sentiment de justice. Il m'avait agressé physiquement et émotionnellement, convaincu que j'allais, comme toujours, tout encaisser en silence. Ils n'avaient pas compris qu'en me coupant les cheveux, ils avaient aussi tranché les derniers fils de loyauté et de soumission qui me reliaient encore à eux. Ils pensaient garantir qu'Emma brille le jour de son mariage en m'écrasant. Mais en réalité, ils avaient créé l'architecte de leur propre chute sociale. Et contrairement à eux, j'avais tout organisé sans qu'on puisse me relier à quoi que ce soit. Il n'y aurait aucune preuve directe, seulement une série de malheureuses coïncidences qui jetteraient une ombre sur leur mariage et leur lune de miel parfaite. Cette nuit-là, en m'endormant dans ma chambre d'hôtel anonyme, je me sentais plus légère que depuis des années. Le lendemain marquerait le début des conséquences pour eux et le début de la liberté pour moi. Les premiers signes que mon plan fonctionnait sont arrivés à 2h37 du matin. Ma boîte mail jetable avait reçu une alerte automatique de la caméra cachée dans la suite nuptiale. J'ai regardé, avec une satisfaction froide, Emma se grattait frénétiquement la peau. Sa nuit de noces romantique virait au cauchemar de démangeaison. Jackson s'y mit aussi, tous deux examinaient leur lingerie et les draps, complètement perdus. « Ça brûle », se plaignait Emma, son maquillage de mariée désormais ravagé par les larmes. « Il y a un problème avec ces draps. » Ils appelèrent la réception, exigeant un changement de literie et même de chambre, en pleine nuit. J'imaginais parfaitement la scène, la mariée arrogante en nuisette qui gratte, le marié paniqué, et le directeur de nuit totalement confus. Quand une autre chambre fut enfin prête, leur nuit de noces était totalement gâchée. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des jours. Le lendemain matin, une pluie de messages paniqués d'Emma arriva dans le groupe de discussion des demoiselles d'honneur que je surveillais toujours grâce à l'accès conservé via le téléphone emprunté. Leur vol pour Bali était prévu à 10h, mais grâce à mes faux billets, ils ne découvriraient l'erreur qu'au moment de l'enregistrement. « Urgent », écrivit Emma à 8h43. « Nos billets sont faux. » L'aéroport dit 13h alors que le mail de confirmation dit 10h. Je deviens folle. La cascade de galères dura toute la journée. Quand ils réussirent finalement à embarquer sur le vol suivant,
ils découvrirent que leurs valises étaient parties sur l'avion précédent et seraient livrées en retard à Bali. Pendant ce temps, les publications programmées sur les réseaux sociaux d'Emma commencèrent à apparaître. Photos de mariage peu flatteuses au double menton, grimaces involontaires avec des légendes qui ressemblaient à son style, mais volontairement exagérées. Je me sens littéralement la plus belle mariée de l'histoire aujourd'hui. Désolé pour toutes les autres. Ses amis commentaient, confus. Certains lui envoyaient des messages privés, ça va, ton compte s'est fait hacker. Quand Emma comprit ce qui se passait, les publications étaient en ligne depuis des heures, vues par des centaines de ses abonnés. De retour chez moi, d'autres conséquences s'enchaînaient que je n'avais même pas provoquées. Marina, la coiffeuse, avait raconté à plusieurs personnes la vérité sur mes cheveux, choquée par ce que ma mère avait fait. Cela avait déclenché des murmures dans notre cercle social, et plusieurs personnes m'avaient contacté dès que j'avais réactivé mon vrai téléphone. « Est-ce vrai ce qu'on t'a fait ?» m'écrivit ma cousine Rachel. J'ai toujours su que tante Diane favorisait Emma, mais là, c'est un autre niveau, écrivit mon cousin Hasson. Même la meilleure amie de ma mère, Linda, envoya un message hésitant. Je connais ta mère depuis 30 ans et je suis choqué. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Je répondis de manière sélective, sans confirmer ni nier les rumeurs, ce qui ne fit qu'attiser davantage les spéculations. La vidéo que j'avais montée restait dans ma poche, prête à être utilisée comme option nucléaire si nécessaire. 3 jours après le début de leur lune de miel, les vêtements traités avec les poudres Pika Pika continuaient à poser problème. Les messages frénétiques d'Emma à ses amis décrivaient des éruptions mystérieuses, des visites d'urgence à la pharmacie, des sorties gâchées. Les rares photos qu'elle postait sur Instagram entre celles que j'avais programmées montraient des sourires forcés et une peau rougie, difficile à cacher même avec les filtres. Une semaine après leur départ, je reçus un appel inattendu de Marc. « Je sais pas ce que t'as fait exactement, dit-il sans détour, mais Jackson vient d'appeler ses parents en panique. Tout va mal. » Et Emma fait une crise parce que son boulot lui a parlé de différences dans son CV. Je souris intérieurement. Le mail anonyme avait atteint sa cible. Ça a l'air stressant, répondis-je avec neutralité. Les lunes de miel peuvent être imprévisibles. Il fit une pause. Tu es incroyable, Kat, dit-il enfin. Mais son ton était admiratif, pas accusateur. Et écoute, je rentre en ville la semaine prochaine. Tu veux qu'on prenne un café? Promis, on ne parlera pas du mariage. L'invitation me surprit mais agréablement. J'aimerais bien, répondis-je. Vers le 10e jour de la lune de miel, mes parents commencèrent à m'appeler sans arrêt, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Kat, il faut qu'on parle de ces rumeurs, exigeait la voix tendue de mon père. Les gens racontent des choses très déplacées sur notre famille. Ma chérie, peu importe ce qu'il s'est passé, on doit faire front ensemble, insistait la voix faussement douce de ma mère. La loyauté familiale est primordiale. Je les ignorais tous. Je me concentrais plutôt sur la reconstruction de ma vie. J'avais déménagé, utilisant les économies que j'avais mises de côté en secret pendant des années. J'avais pris une semaine de congé pour digérer tout ce qui s'était passé et j'envisageais même une offre d'emploi dans une autre ville, loin de l'influence de ma famille. Mais le moment le plus satisfaisant arriva quand Emma et Jackson revinrent de leur lune de miel. Au lieu des jeunes mariés radieux et détendus qu'ils espéraient être, ils rentrèrent fatigués, irrités et couverts d'éruptions persistantes. L'image d'Emma sur les réseaux sociaux avait été ternie par les publications que j'avais programmées. Et l'enquête à son travail était toujours en cours. C'était censé être le plus beau moment de ma vie, semblota-t-elle à notre cousine Amanda, qui me raconta plus tard la conversation. Tout est allé de travers. Ma lingerie m'a donné une éruption cutanée. On a raté notre vol. Nos bagages sont restés des heures à l'aéroport de Bali et quelqu'un a volé mes chaussures préférées. Mon Instagram a publié des choses que je n'ai jamais écrites. Et maintenant mon patron remet en question mes diplômes. C'est vraiment pas de chance, avait répondu Amanda prudemment. Ce n'est pas de la malchance, avait craché Emma. C'est comme si quelqu'un avait saboté tout ça délibérément. Mais elle n'avait aucune preuve. Aucun moyen de faire le lien avec moi. J'avais tout préparé pour que chaque élément de ma vengeance puisse s'expliquer par des incidents banals. Les démangeaisons, une simple allergie au déterge. Le problème d'horaire, une erreur de réservation. Les bugs sur les réseaux sociaux, ça arrive tout le temps. Et si Emma avait réellement menti sur ses diplômes, ce n'était sûrement pas la faute de quelqu'un d'autre.
Un mois après le mariage, je retrouvais mes parents pour un café dans un lieu neutre, une cafétéria bondée où ils ne pourraient pas faire de scène. Ils avaient l'air épuisés, vieillis par les répercussions sociales de leurs actes. Et il faut qu'on mette les choses à plat, attaqua mon père sans détour. Ces rumeurs sur ce qui s'est passé avec tes cheveux nuisent à notre réputation. Et quelles rumeurs, demandai-je innocemment. Et que vous m'avez coupé les cheveux pendant que je dormais pour que je ne sois pas plus jolie qu'Emma le jour de son mariage. Ce ne sont pas des rumeurs, papa. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme ça, insista ma mère, bien que son regard fuyait, chargé de culpabilité. On essayait de t'aider. Tu t'es toujours caché derrière ton apparence et on pensait que... Et épargne-moi ça, la coupai-je calmement. Je ne suis pas là pour entendre vos excuses. Je suis ici pour vous dire que je déménage à Seattle pour un nouveau travail. Je ne participerai plus aux réunions de famille. Tu ne peux pas juste nous rayer de ta vie, hurla mon père. Nous sommes tes parents. Regarde-moi faire, répondis-je en me levant. Au fait, j'ai des enregistrements où vous admettez ce que vous avez fait à mes cheveux et où vous en riez. Si jamais vous essayez de me recontacter ou de raconter des mensonges sur moi, ces enregistrements seront envoyés à tout notre entourage. C'était un risque calculé. J'avais bien des audios, mais pas aussi accablants que je le prétendais. Leur visage pâlit. La menace avait fait mouche. « Mais tu ne ferais pas ça », murmura ma mère. « Et essayez-moi », répliquai-je. Vous avez créé cette version de moi en m'agressant pendant mon sommeil. À vous d'en assumer les conséquences. Je suis sorti de cette cafétéria en me sentant véritablement libre pour la première fois de ma vie. La famille qui m'avait rabaissé pendant des années n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Ma vengeance ne m'avait pas seulement apporté de la satisfaction, elle avait tranché les liens malsains qui me gardaient prisonnière de leur dynamique toxique. Emma m'envoya un seul message. Je sais que c'était toi. Je ne peux pas le prouver, mais je le sais. Je n'ai jamais répondu. Elle ne méritait même pas ça. Je me suis concentré sur ma nouvelle vie, une vie où j'étais apprécié dans mon entièreté, et non réduite parce que je brillais trop. Et de façon surprenante, cette nouvelle vie incluait Marc. Son invitation à prendre un café s'était transformée en dîner, puis en rendez-vous régulier. J'ai su que tu étais spécial dès que j'ai vu comment tu avais géré cette histoire de mariage, m'a-t-il dit des mois plus tard. Mais quelqu'un qui peut survivre à ce que ta famille t'a fait et en ressortir plus fort, c'est rare. C'était étrange d'être valorisé pour des qualités que ma famille avait toujours essayé de détruire. Mais alors que mes cheveux repoussaient, formant un joli carré court bien plus flatteur que mes longues boucles d'avant. Je réalisais que leur tentative pour me détruire m'avait au contraire obligé à grandir. Leur trahison m'avait libéré. 6 mois après ce que j'appelle désormais l'incident du mariage, ma vie avait changé d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Mes cheveux avaient repoussé en un bob élégant et sophistiqué, parfaitement adapté à mon visage, un style que je n'aurais jamais essayé sans ces circonstances. Ce qui avait commencé comme une agression s'était transformé, ironiquement, en une métamorphose physique qui reflétait la nouvelle version de moi-même. Plus forte, plus confiante, moins disposée à éteindre ma lumière pour le confort des autres. J'avais déménagé à Seattle, accepté cette opportunité de travail excitante, et j'évoluais dans un environnement où mes compétences étaient reconnues, et non perçues comme une menace. Mon appartement donnait sur Puget Sound, et chaque matin, je buvais mon café sur mon balcon en regardant les ferries traverser l'eau, émerveillé de voir à quel point la vie pouvait être paisible sans le drame familial constant. Ma relation avec Marc s'épanouissait en quelque chose que je ne savais même pas possible. Contrairement à ma famille, il célébrait mes réussites et m'épaulait dans les épreuves sans compétition ni manipulation. Quand j'ai reçu une promotion 4 mois après avoir commencé ce nouveau poste, il est venu avec du champagne et a cuisiné pour fêter ça, sincèrement fier de moi. « Mais tu sais ce que j'admire chez toi ?» m'a-t-il dit ce soir-là, en levant son verre. « Mais tu as traversé quelque chose qui aurait brisé la plupart des gens. Et au lieu de te laisser définir par ça comme une victime, tu t'en es servi comme tremplin pour construire une vie meilleure. » Son regard sur moi m'a aidé à guérir différemment. Même si ma vengeance avait été très satisfaisante sur le moment. La véritable victoire ne résidait pas dans le chaos que j'avais causé à la lune de miel d'Emma, ni dans les conséquences sociales subies par mes parents. La vraie victoire, c'était d'avoir repris mon pouvoir et d'avoir refusé de rester dans des relations qui m'obligeaient à me réduire. J'ai gardé un contact limité et bien cadré avec les membres de ma famille élargie qui étaient venus vers moi après le mariage avec une inquiétude sincère. Ma cousine Rachel est venue me rendre visite à Seattle un week-end,
et nous avons eu des conversations honnêtes sur les dynamiques familiales que nous avions longtemps observées sans jamais les nommer. J'ai toujours trouvé que tes parents étaient durs avec toi, a-t-elle admis pendant le dîner. Mais je n'ai jamais rien dit parce que, eh bien, ce sont les adultes, non? Je croyais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est comme ça que les dynamiques abusives se perpétuent, ai-je répondu, en utilisant des mots que j'avais appris en thérapie. Tout le monde voit, mais personne n'intervient, parce qu'ils supposent qu'il y a une bonne raison à ce qu'ils ne comprennent pas. Mes parents et Emma ont tenté, de façon sporadique, de reprendre contact. Jamais avec une vraie prise de responsabilité. Ma mère a envoyé une carte de Noël avec un chèque cadeau pour un salon de coiffure, sa version à elle d'excuses, qui montrait à quel point elle ne comprenait rien aux vrais problèmes. Mon père a laissé des messages vocaux sur les devoirs familiaux et eu le besoin d'aller de l'avant, sans jamais reconnaître ce qu'ils avaient fait. Emma m'envoyait parfois des textos oscillant entre reproches, « Tu as ruiné ma lune de miel » et « Fausse paix, on devrait essayer d'être sœurs à nouveau ». Je ne répondais jamais. La distance et le silence n'étaient pas des punitions, mais des limites. Des protections nécessaires à mon processus de guérison. Ce chemin de guérison fut complexe et non linéaire. J'ai travaillé avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. On a exploré non seulement l'incident du mariage, mais aussi toutes les années d'effacement subtil qui l'avaient précédé. J'ai compris que beaucoup de mon estime de moi dépendait de la validation extérieure. En particulier liée à mon apparence que ma famille utilisait à la fois pour me valoriser et me punir. Ils ont utilisé ta beauté comme une arme contre toi, observa ma thérapeute. Ils t'ont appris que c'était à la fois ton plus grand atout et ton plus grand défaut. Cette remarque m'a aidé à développer une relation plus saine avec mon apparence. J'ai commencé à voir mon apparence comme une partie de mon identité, et non comme l'essence même de qui j'étais, ni comme un fardeau. J'aimais toujours bien m'habiller et prendre soin de mes cheveux, mais je ne craignais plus d'attirer les regards. Ni ne m'excuser pour mes qualités naturelles. L'une des expériences les plus réparatrices est venue d'une source inattendue. Après avoir partagé une partie de mon histoire sur un forum en ligne pour les personnes ayant des relations familiales toxiques. J'ai reçu des dizaines de messages de gens qui avaient vécu des choses similaires. Leurs histoires de trahison familiale, d'avoir été des boucs émissaires et leur parcours vers la guérison ont profondément résonné en moi. Inspiré par cette connexion, j'ai lancé un petit groupe de soutien à Seattle pour ceux qui vivent des dynamiques familiales toxiques. Nos réunions mensuelles sont devenues des espaces sacrés où les blessures pouvaient être reconnues. Les limites célébrées et les cheminements vers la guérison honorés sans jugement. Tu as transformé ta douleur en mission, me dit Marc après que je lui ai raconté une séance de groupe particulièrement forte. C'est ça, la différence entre la simple vengeance et la vraie justice. Ces mots sont restés en moi. Même si ma vengeance pendant le mariage m'avait apporté une satisfaction immédiate. La véritable transformation était venue du fait de bâtir quelque chose de positif sur les ruines de cette relation. Les membres de mon groupe ne cherchaient pas à se venger de leur famille toxique. Ils voulaient se libérer et aider les autres à faire de même. À l'approche du premier anniversaire du mariage, j'ai reçu un long email de ma mère. Contrairement à ses anciens messages, celui-ci contenait quelque chose qui ressemblait à de la responsabilité. Je vois une conseillère à l'église, écrivait-elle. Elle m'aide à comprendre que ce que nous t'avons fait était mal. Je n'ai pas d'excuses. À ce moment-là, je croyais vraiment équilibrer une sorte de justice cosmique en te rendant moins belle pour le mariage d'Emma. Aujourd'hui, je vois à quel point cette pensée était tordue. Je n'attends pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que je reconnais le mal que je t'ai fait. J'ai lu ce message plusieurs fois, cherchant une manipulation cachée, du chantage émotionnel, une attente implicite. Je n'ai rien trouvé de tout cela. Alors, je me suis permis de ressentir les émotions complexes qu'il déclenchait. De la reconnaissance, de la colère encore là, un peu d'espoir, et surtout une profonde tristesse pour la relation mère-fille qu'on aurait pu avoir dans une famille plus saine. Après mûre réflexion, je lui ai répondu par une seule phrase. Merci de reconnaître le mal. C'est un premier pas. Je n'ai pas offert de pardon, ni de réconciliation. Mais j'ai entrouvert la porte à une éventuelle guérison, si un vrai changement se produisait. C'était tout ce que je pouvais offrir. Honnêtement, mon père n'a jamais eu ce genre de prise de conscience. Emma restait convaincue d'avoir été la victime de ma jalousie, plutôt que la bénéficiaire de leur cruauté. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées. Et cette vérité ne me brisait plus. Je me concentrais sur la famille que je choisissais. Des amis qui me soutenaient sans compétition.
Un partenaire qui m'aimait pour tout ce que j'étais. Et une communauté de survivants qui comprenaient le chemin allant du traumatisme à la guérison. Marc m'a demandé en mariage un après-midi pluvieux à Seattle, 18 mois après notre rencontre. Il m'a offert une bague qui avait appartenu à sa grand-mère. « Tu m'as appris ce que c'est que le courage », a-t-il dit en s'agenouillant. « Je veux passer ma vie avec quelqu'un qui s'est aimé profondément et vivre sincèrement, même quand c'est difficile. » J'ai dit oui, les larmes aux yeux, émerveillé de voir comment le pire jour de ma vie m'avait mené au meilleur. Quand on a discuté de notre mariage, il n'y a jamais eu de doute. Ma famille biologique ne serait pas invitée. Leur absence n'était pas une punition, mais une protection. Protéger la joie sacrée que Marc et moi étions en train de créer, et le futur saint qu'on bâtissait ensemble. La famille, c'est ceux qui te traitent comme de la famille, ai-je dit à Marc en bouclant notre petite liste d'invités. J'ai appris cette vérité à la dure. La veille de notre cérémonie intime, je me suis regardé dans le miroir. Passant mes doigts dans mes cheveux désormais longs jusqu'aux épaules, coupés dans un style élégant que j'adorais. Je reconnaissais à peine la femme que j'avais été. Celle qui se laissait diminuer pour ne pas déranger les autres. À sa place se tenait une femme plus forte. Une femme qui savait que sa valeur ne dépendait pas de la capacité des autres à la reconnaître. En repensant à tout ce chemin depuis ce matin affreux avant le mariage d'Emma jusqu'à cette veille paisible du mien. Je réalisais que la plus grande vengeance n'avait jamais été dans le chaos que je leur avais causé. Mais dans la paix que j'avais construite pour moi-même. Ils avaient tenté de me voler mon pouvoir. Sans se rendre compte qu'ils m'avaient en réalité libéré. Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a conduit, au final, vers un changement positif? Je serais ravi de lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si mon histoire vous a touché, abonnez-vous pour en entendre d'autres. Sur comment naviguer dans des dynamiques familiales compliquées et construire une vie pleine de joie authentique. Merci d'avoir écouté mon histoire. Qu'elle vous rappelle que parfois, nos blessures les plus profondes deviennent nos plus grandes forces. Laissez un like, partagez. Et souvenez-vous, une vraie famille vous élève, elle ne vous écrase pas.